c'est de pouvoir côtoyer ceux qui parlent l'anglais, les Américains. Parce que vivre dans l'illégalité, c'est pas facile aux États-Unis. C'est aux parents de faire ce qu'ils ont à faire pour que les enfants aussi sachent qu'ils ont une origine africaine. À moins que vous ayez ces valeurs-là en vous, mais c'est des choses qu'on ne voit pas ici aux États-Unis. Que la vie ici à l'étranger ne nous fasse pas perdre notre foi. Ça existe, mais voilà, ça coûte cher. Simon Pierre Zawi, je travaille dans le domaine de la distribution médicale, marié, père de famille, et je vis à Atlanta, dans l'état de Georgia, ou la Géorgie en français, aux États-Unis. Bonjour Simon Pierre. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Je vais très bien, merci. Dieu merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Ouais. Et je suis très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui, parce que je suis convaincu qu'avec vous, on va apprendre beaucoup, surtout sur le plan de la famille. Alors, vous avez dit tantôt que vous étiez marié et père de combien d'enfants déjà? 3 enfants. 3 enfants, et vous vivez dans l'état de Géorgie. Tout à fait. Quel est votre pays d'origine, si cela ne vous gêne pas? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Voilà. Ça fait un moment que vous vivez aux États-Unis. Oui, une dizaine d'années que je suis aux États-Unis. Et comment ça se passe avec la famille sur place? La famille en Côte d'Ivoire? Non, sur place aux États-Unis. Ah oui, non, la famille ici, oui, ça se passe, par la grâce de Dieu, ça se passe parfaitement. Voilà. Ça se passe bien? Bien. Okay. Voilà, okay. Bien. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Je le dis tantôt, avec vous, on va apprendre énormément sur le plan de la famille, comment gérer les enfants, comment vivre avec une épouse aux États-Unis, les cultures africaines et tout ça. Alors, très concrètement, étape par étape, commençons déjà par les enfants. Quels sont les challenges que vous avez en tant que père de famille, vivant sur le territoire américain avec la culture africaine? Merci pour la question, c'est une question très pertinente. La vie ici aux États-Unis, comme on le sait, hein, elle est complètement différente de la vie en Afrique. En Côte d'Ivoire d'où je viens, le challenge qu'on a ici, c'est mon épouse et moi, comment gérer les enfants. Quand je dis gérer, on doit travailler. Voilà, il faut travailler pour faire face à la vie de tous les jours. C'est difficile de trouver un emploi? Je dirais oui et non. Ok. Voilà, oui et non, parce que les États-Unis, c'est un pays fortement industrialisé. Donc, on peut trouver, je vais dire, pour ceux qui arrivent, tu peux trouver un boulot, voilà, juste pour commencer. Et puis, quand tu as de l'ambition, tu cherches quelque chose de mieux, quoi. Voilà, donc, non, parce que la barrière linguistique, pour nous qui sommes francophones, il y a un temps, il faut s'adapter, quoi, apprendre l'anglais, parce qu'on ne parle que l'anglais ici. Donc, il faut véritablement apprendre l'anglais, comprendre. Tu peux ne pas parfaitement parler, mais un premier temps, mais au moins comprendre, s'exprimer, pouvoir commencer quelque chose. Et ce temps d'adaptation, il peut aller de combien de semaines ou combien de mois? Ça dépend de, je vais dire, ça dépend de la personne. Voilà, les gens qui foncent, voilà, qui viennent, qui se mettent à fond, voilà, qui ne perdent pas le temps et qui parlent. La meilleure manière d'apprendre, par exemple, l'anglais, c'est de pouvoir côtoyer ceux qui parlent l'anglais, les Américains. Il ne faut pas avoir honte de côtoyer les Américains blancs, les Noirs. C'est la meilleure manière l'une des meilleures manières aussi, on conseille souvent de regarder la télévision. Pour ceux qui arrivent ici, mettez la télévision, ça peut être sur YouTube, ça peut être... Même si on ne comprend pas ce qui est dit. Même si vous ne comprenez pas le sens, il faut juste, comme on dit, quoi, keep watching. Il faut toujours... il faut continuer à regarder, quoi. Voilà, il faut continuer à regarder et puis c'est comme ça qu'on apprend la langue. Seriez-vous en train de conseiller à ceux qui viennent d'Afrique de se détacher un tout petit peu de leur communauté et de côtoyer les Américains? Pour ceux qui viennent on va dire dans les premiers moments, les premières années en Afrique, je la conseille vivement. Voilà, c'est peut-être cette erreur que nous, je le dis en toute humilité, qu'on a eu à commettre. Je la conseille vivement. Je dirais à peut-être 90%, 80% de quitter la communauté francophone et de se faire des amis, des connaissances américains, des gens qui parlent l'anglais, que ce soit des Américains ou enfin des gens qui vivent ici mais qui parlent l'anglais, voilà, qui ne parlent pas français du tout, d'être en contact avec ces personnes-là. Je dirais à plus de 80% de regarder de la télévision, d'écouter tout ce qui est anglais, quoi. Ça serait un moyen. Et puis s'ils peuvent aller prendre des cours online, il y a des cours quand on donne dans les universités, dans les écoles, voilà, quoi, ils peuvent le faire. Mais je dirais, voilà, à plus de 80%, d'être connecté
à toutes les personnes qui ne parlent que l'anglais. Voilà. Cela permettra de vite apprendre. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, il y a un aspect très important que j'aimerais aborder, si vous le permettez. Ça concerne l'immigration aux États-Unis, particulièrement des Africains, puisque c'est de là que nous parlons. Il y a généralement deux types d'arrivées ici. L'arrivée illégale, pour ceux qui passent par la frontière, qui prennent tout ce chemin tortueux. Et puis, il y a l'arrivée légale. Tous ceux qui viennent d'Afrique, à 95%, viennent avec un document légal, que ce soit un étudiant et qui parfois expire. Il y en a d'autres qui viennent avec un document légal et qui demeurent légal. Quel est le conseil que vous pourriez donner à quelqu'un, à un couple qui viendrait aux États-Unis, qui tient coûte que coûte à venir? Le conseil que je peux donner, c'est tout naturellement de conseiller à toutes ces personnes qui aspirent à immigrer ici aux États-Unis de le faire de manière légale. À tout le moins, je ne jette pas l'opprobre, je ne juge pas les personnes qui sont venues ici de manière illégale. Quand elles rentrent de manière, entre guillemets, illégale, à elles de faire tout ce qu'elles peuvent faire pour être dans la légalité. Mais le conseil vraiment que je peux te donner, en tout cas à tout le monde, voilà, c'est de venir de manière légale. Parce que vivre ici de manière illégale, c'est... Je connais des personnes, c'est pas facile. Voilà. Si vous êtes arrivé ici par un visa, peu importe le visa, bon, ceux qui arrivent par le visa immigrant, après ils ont leur papier, leur green card, et puis après ils deviennent des Américains. Ceux qui arrivent ici avec un visa juste touriste pour visiter, puis après, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui calent, qui restent ici, je conseille que vous fassiez tout ce que vous pouvez faire, passant du working permit, le permis de travail jusqu'à après la green card et puis après la nationalité. Faites tout ce que vous avez à faire pour être dans une situation légale, parce que vivre dans l'illégalité, c'est pas facile aux États-Unis. Pourquoi c'est pas facile? Quels sont les risques encourus? Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Bon, d'accord. D'abord, dans un premier temps, quelqu'un qui n'a pas de papiers, voilà, même dans nos pays africains, quand vous n'avez pas de papiers, bon, vous n'êtes pas connu par, vous n'avez pas d'existence, on va dire, juridique. Voilà, comme pour parler comme les juristes. Vous n'avez pas d'existence juridique. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous, par exemple, vous voulez aller à l'école, si vous, par exemple, vous voulez ouvrir un compte bancaire, si vous voulez, par exemple, acheter une maison, faire une activité, vous ne pouvez pas travailler, par exemple. Il y a des gens qui sont illégaux, mais qui travaillent avec des documents administratifs d'autres personnes. Et ça, il y a une possibilité que vous puissiez vous faire prendre par, on va dire, le service d'immigration. Et si on vous prend, on peut vous ramener dans votre pays. Donc, c'est un peu ces aspects, il faut faire attention à cela, quoi. Ben, à tout le moins, je dis et je répète, ceux qui veulent venir ici de manière illégale, bon, si vous êtes dans la situation, faites tout ce que vous pouvez faire pour venir ici de manière légale, quoi, voilà, parce que c'est ce que je conseille aux gens vivement. Et nous observons aujourd'hui que tous les pays, même depuis l'élection du président Donald Trump, ils sont en train de serrer les choses, hein. Ils veulent l'immigration sera très suivie, quoi. Donc voilà, donc je conseille vivement aux gens, voilà, de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour immigrer ici aux États-Unis de manière légale. Voilà. D'accord. Alors donc on va considérer que les gens arrivent de façon légale. Okay? Le couple, je dis un nom comme ça, Monsieur Conan, Monsieur Akwadi et sa femme qui sont aux États-Unis depuis l'Afrique arrivent et ils ont des enfants. Okay? Il faut bien scolariser ces enfants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect des choses? Très bien. Les enfants ici aux États-Unis, je crois que c'est tous les États, hein, je pense pas que je me trompe. L'école publique, je dis bien l'école publique, les enfants jusqu'à un certain âge, je crois jusqu'à l'équivalent du bac plus 2, si je me trompe pas, c'est gratuit. Voilà, totalement gratuit? Les écoles, oui, totalement gratuit. Les écoles publiques, à tout le moins, tu vas payer les... Oh, les écoles publiques sont gratuites? Les écoles publiques, publiques. Je dis bien de la maternelle jusqu'à, je crois, au bac, ce qu'on appelle ici l'associate, qui est l'équivalent du BTS en Afrique, je sais pas, le brevet de technicien supérieur. Voilà, peut-être que je me trompe, mais jusqu'à un certain niveau, voilà, c'est gratuit, public. Maintenant, pour ça, on parle des enfants, non, restons avec les enfants, mais après, pour les grandes personnes qui veulent poursuivre des études universitaires, là, ça coûte cher. Donc, sur ce plan, je rassure les gens que l'école publique est gratuite. Même les enfants sont transportés. Voilà, je ne sais pas si c'est dans tous les États, mais ici à Atlanta, où je vis, mes enfants, ils sont transportés. Il y a des bus qui viennent les chercher le matin. Il y a un coin où on va les déposer, puis ils montent dans le bus, ils vont à l'école. Quand ils finissent, le bus les ramène à la maison. Donc, sur ce plan-là,
À moins que bon, la personne veuille elle-même accompagner son enfant à l'école. Mais en tout cas, les transports sont pourvus pour les enfants. Et l'école, il n'y a rien à payer. Ce qu'il y a à payer, c'est juste leur fourniture scolaire. Et puis voilà, et puis les suivre pour qu'ils fassent leur travail chaque jour. Voilà. J'ai aussi entendu dire que l'école serait obligatoire aux États-Unis pour Oui, les enfants. Oui, l'école Est-ce obligatoire, je pense jusqu'à, je sais pas si c'est 14 ans ou 16 ans. Là, je ne veux pas affirmer des choses dont je parle à beaucoup de réserve, mais jusqu'à un certain âge, je crois, entre 14 ans ou 16 ans, l'école obligatoire. Voilà, tu dois aller à l'école, voilà. Et je crois à partir de ce qu'ils appellent le high school. Ben là, si tu veux arrêter l'équivalent, je crois, du baccalauréat dans le système, le bac dans le système francophone en Afrique, voilà, tu peux arrêter. Mais je pense jusqu'à 14 ans ou 16 ans, c'est obligatoire. Je suis quand même curieux. Quand on dit que l'école est obligatoire, cela signifie que le parent doit absolument faire inscrire son enfant à l'école. À l'école, tout à fait. S'il ne le fait pas, comment est-ce que l'État s'en rend compte? Ben, je sais pas, c'est une très bonne question. Je sais une fois, mon épouse me rapportait des faits. Voilà, à l'époque, je crois qu'elle connaissait une famille ou quelqu'un. Et puis bon, cette personne-là, c'était un jeune homme qui a été abordé, je ne sais pas dans quelle occasion, mais il a été abordé dans la rue par des policiers qui lui ont demandé tu as quel âge. Je crois qu'il avait dit son âge. Et puis il a dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois être à l'école à cette heure. Bon, après, je ne sais pas s'ils l'ont pris, mais en tout cas, elle m'a rapporté les propos. Donc, je ne sais pas en la matière quels sont les moyens de contrôle, mais ce que je peux dire de façon générale, les États-Unis, c'est un pays, on va dire, permettez-moi le terme, très policier, dans le sens de ce que ils sont vraiment sur les règles. Hein. Donc, quand vous venez ici de manière légale, ils savent combien d'enfants vous avez. Et quand les enfants vont à l'école, dans le système, de suite, on voit qu'il y a tel enfant qui est enfant de tel papa, telle maman, il n'est pas à l'école. Ils vont le savoir, ils vont approcher la famille. Si vous vivez dans un système, pour ceux qui sont venus ici légalement, hein, je pense, voilà, on sait, ils ont des informations sur vous. Combien d'enfants vous avez. Donc, si elle n'est pas inscrit dans une école, ça va sortir dans leur système. Ils ont tout, c'est un pays, comme je disais, qui est beaucoup policier, dans le sens de ce que les règles, voilà, sont les règles, quoi. Ils contrôlent tout. Donc, voilà, donc dans ce sens, ils peuvent contrôler. Voilà, que un de vos enfants n'est pas à l'école. Ils peuvent le savoir. Voilà. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Alors, l'enfant va donc à l'école, il va suivre l'éducation selon les normes américaines, hein, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose qu'il va certainement perdre, sa culture africaine. Quelles sont les difficultés que rencontrent les parents, sur votre point de vue, pour maintenir cette culture africaine-là vis-à-vis de leurs enfants? Très bien, très bonne question également. Cet aspect, je pense que c'est plus, entre guillemets, ça concerne plus, bon, en fait, les familles, ou du moins les couples qui viennent ici avec des enfants. Voilà, des enfants qui sont nés au pays. Et après, bon, les gens, ils viennent ici soit par la green card, enfin, le jeu que les gens font, la loterie qu'on fait chaque année ou bien, qui immigrent de manière, on va dire, voilà, par l'ambassade ou par ce jeu-là, la loterie. Oui, ça, quand les enfants viennent ici, bon, comme je dis, les enfants, il faut parler l'anglais, il faut, voilà, c'est des habitudes qu'ils adoptent. Mais c'est aux parents, mais les enfants les enfants qui viennent ici à leurs parents, c'est aux parents de leur faire comprendre, voilà, une chose d'être aux États-Unis, mais de savoir, de dire à l'enfant, voilà, que nous sommes d'origine africaine, il y a des valeurs africaines qu'il ne faut pas perdre. Maintenant, bon, comme moi, par exemple, mes enfants sont nés ici. Voilà, j'avais pas d'enfants, ma famille, nos enfants sont nés ici. Et bon, ils ne connaissent rien de l'Afrique. Mais par contre, on les amène quelquefois à Abidjan, enfin, pour voir un peu le pays d'origine de leurs parents, quoi. Voilà, on leur apprend le français pour qu'ils parlent un peu le français, pour qu'ils sachent que, voilà, leurs parents, bon, notre première langue, même si on parle l'anglais, c'est le français, quoi, voilà. Donc, c'est aux parents de faire ce qu'ils ont à faire pour que les enfants aussi sachent qu'ils ont une origine africaine. Il y a des valeurs qu'il ne faut pas perdre, avez-vous dit. Pour ce que je sais, en tout cas, dans mes enquêtes, dans mes discussions avec les amis et autres, la plupart des Africains qui cherchent à sortir de l'Afrique, parfois ont tendance à vouloir perdre ces valeurs. Ils veulent copier le blanc. Et vous qui vivez chez le blanc, vous qui vivez aux États-Unis, dites non, mais il y a des valeurs africaines qu'il ne faut pas perdre. D'où tirez-vous cette mentalité, cet état d'esprit? Vous savez, même moi, une formation que je faisais, il y a un de mes enseignants, une enseignante qui me disait, on parlait, hein, l'individualisme, c'est quelque chose qui est très prononcé aux États-Unis. Très, très prononcé. Prenons cet aspect des choses. Voilà.
Moi, je vis dans un quartier où chacun est chez lui, bon. Et comme on dit, chacun dans son coin, quoi. En Afrique, c'est pas le cas. En Afrique, on dit bonjour, bonsoir à son voisin. Quand on voit... À propos, connaissez-vous le nom de votre voisin? Oui, mon voisin, j'ai la grâce d'avoir une famille... vous avez cette chance-là? J'ai la grâce, en tout cas, cette chance-là d'avoir une famille américaine, mais d'origine jamaïcaine. Voilà, qui sont aussi très famille. Voilà, nous célébrons le jour de l'an ensemble, à Noël, les anniversaires des enfants, nous célébrons ensemble, voilà quoi. Donc, voilà, ça maintient cette chaleur. C'est des choses, bon, voilà, qui sont pas... à moins que vous ayez ces valeurs-là en vous, mais c'est des choses qu'on ne voit pas ici aux États-Unis, quoi. Voilà, donc ce sont des valeurs de solidarité, d'entraide, voilà, qu'il faut inculquer, quoi, à nos enfants. Voilà, parce que c'est vraiment important. C'est très important d'avoir ce genre de valeurs-là, voilà, de ne pas perdre. Que notre vie ici aux États-Unis ne nous fasse pas perdre ces valeurs-là qu'on a, que je trouve sacrées, quoi, qu'on a, voilà, d'entraide, de solidarité, visiter des frères, voir, appeler des frères, voir comment ils vont passer du temps ensemble. Parce que la vie en général est très stressante, partout là où on se trouve. Et plus particulièrement ici, aux États-Unis. Donc, il faut, voilà, c'est des choses qu'il faut maintenir, quoi, à mon sens. Voilà. Donc, c'est des choses-là qu'il faut inculquer à nos enfants. D'abord, nous-mêmes, en tant que parents, on doit l'avoir. Il ne faut pas perdre ça, en tant que parents, quand on vient ici, aux États-Unis. C'est juste, on va dire, c'est un lieu qu'on a changé, quoi. C'est le lieu de vie qu'on a changé. Voilà, il faut prendre ce qui est bien ici, tout ce qui est bien, et puis garder aussi toutes nos valeurs africaines, voilà, africaines, telles que la solidarité, l'entraide, comme je disais tantôt, se rendre visite quand on peut, c'est pas tous les jours parce qu'on travaille, quand on peut le faire, voilà, quoi, ça maintient cette solidarité-là, quoi, voilà. D'accord. Ici aux États-Unis, il y a des communautés africaines. Est-ce que vous les fréquentez? Non seulement je les fréquente, peut-être que vous allez poser la question, hein, permettez-moi, je ne vais pas aller en besogne. Non seulement je les fréquente, mais je conseille vivement aux gens, à tous mes frères africains qui me regardent, peu importe qu'ils soient aux États-Unis, nous parlons des États-Unis, qui dans d'autres pays où ils veulent immigrer, de côtoyer, de rester avec leur communauté, quoi. Voilà. De rester, quand je dis rester, je ne dis pas d'être avec ces communautés, mais de les fréquenter. Voilà. Quels sont les avantages de le faire? L'avantage qu'on a, c'est qu'au plan, je dirais, psychologique, ensuite psychologique. D'abord, c'est bien de se retrouver entre frères entre guillemets. Hein, bon, je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois que nous, tous les hommes, quel que soit ce qu'on est, quelles que soient nos croyances, nous sommes tous des frères et sœurs, mais par frères, j'entends par là des frères africains, quoi. Voilà, des frères africains, voilà, pour rester avec eux, de maintenir cette relation-là, quoi. C'est au plan psychologique, moral, je pense que c'est très important. Voilà. Que diriez-vous de l'aspect religieux des relations ou de la vie aux États-Unis? Au plan religieux? Oui. D'abord, comme je disais, je répète encore, à toutes fins utiles, je crois fondamentalement en Dieu, je suis chrétien, de confession catholique. Il faut croire en Dieu. D'abord, ceux qui ne croient pas en Dieu, que vous veniez vivre ici aux États-Unis, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, il faut croire en Dieu, il faut accepter le Christ, Jésus, notre Seigneur, voilà, comme Sauveur et Seigneur. Il faut le faire. Et quand Dieu nous fait la grâce d'immigrer ici aux États-Unis, que la vie ici à l'étranger ne nous fasse pas perdre notre foi. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons, quand je dis nous, bon, je parle de façon générale, mais que les gens commettent, c'est que quand ils viennent vivre à l'étranger, ils perdent leur foi. Voilà. Ou bien, du moins, leur relation avec Dieu, bon, s'en trouve... bon, il y a des difficultés, quoi. Non, il faut pas faire cette erreur-là, justement. Si vous permettez, selon vous, qu'est-ce qui les amène à perdre cette foi? Mais je pense, là je le dis, hein, je donne ce que je pense, hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est peut-être la vie ici, parce que la vie, bon, comme je dis... Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette vie ici? Mais la vie est difficile en général. La vie est dure. La vie est dure, elle est difficile, peu importe l'endroit où on se trouve, mais de manière particulière à l'étranger, parce qu'à l'étranger, quand vous venez à l'étranger, vous n'avez personne. C'est ça, en fait.
Quand on vient à l'étranger... Mais n'est-ce pas de surcroît une raison pour s'accrocher à Dieu? Mais justement, je veux dire, il y a justement, et c'est ça, vous faites bien de le dire, il y en a des gens qui prennent qui voient cela comme moi, je le dis avec beaucoup d'humilité. Dit parce que je n'ai personne, autre que mon épouse, autre que les enfants que nous avons. Donc, c'est une raison fondamentale de m'accrocher à Dieu. Bon, ça c'est un peu bon. La première raison, Dieu a tellement, il nous a aimé, dit la Bible, qu'il a donné son fils Jésus. Ça c'est la première raison qui devait nous amener à être accrochés à Dieu. L'une des raisons, c'est que comme je dis, on vit à l'étranger. Dieu te prend dans ton pays d'origine où tu as ta famille, tu as tes frères, tu as tes amis, et il te prend, il t'amène à l'étranger dans un pays où tu ne connais personne. Un nouvel environnement, comme ça a été le cas de Joseph dans la Bible. Joseph, l'enfant d'Israël, Jacob, que Dieu a pris à enlever dans sa famille, et il l'a mené en Égypte, où il n'y avait personne. Mais il s'est dit, je suis dans un pays étranger, voilà, je n'ai que Dieu seul. Et la Bible dit qu'il est resté accroché à Dieu. Donc je pense que c'est cette mentalité-là que les gens doivent avoir. D'abord, comme je dis, j'encourage les gens vivement à croire en Dieu, à accepter le Christ. Et quand ils viennent ici, ils doivent tout faire pour maintenir leur foi en Dieu. Voilà, c'est vraiment, j'encourage ça. La vie, peu importe les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, peu importe. La vie, on rencontre toujours des difficultés. Mais je pense que ça ne devrait pas être un facteur pour briser notre relation avec le Seigneur. Voilà quoi. Donc j'encourage les gens vivement, vivement. Si vous croyez en Dieu au pays et que Dieu vous fait la grâce de venir ici aux États-Unis, faites tout pour maintenir votre relation avec le Seigneur. Voilà, c'est vraiment, je vous encourage vivement à le faire. Merci. J'ai changé avec une connaissance il n'y a pas longtemps qui m'expliquait que à cause des difficultés financières, il lui était difficile de continuer de fréquenter les communautés religieuses. Qu'en est-il de votre situation? Difficultés financières dans quel sens? Pas... Ce qu'elle me disait, c'était les factures, les dépenses, maintenir la vie et tout ça ici est tellement coûteux qu'il fallait absolument travailler presque quotidiennement. Et les rassemblements étaient difficiles à respecter. Il y a souvent, je crois que c'est... Auriez-vous des solutions? Permettez-moi de commencer par dire quelque chose qui peut faire sourire. Je crois que je regardais sur YouTube, je crois que c'est des artistes ivoiriens, je ne sais pas de quel pays, qui disaient on travaille, le travail doit pouvoir nous permettre de vivre. Voilà. Parce que la vie, à mon sens, la vie ne se résume pas seulement qu'à travailler. Il faut travailler, je veux bien qu'on me comprenne. Il faut travailler parce qu'on a des charges. Et la vie, la maison, les factures, l'eau, comme partout en Afrique. On paye l'eau ici, on paye l'électricité, on paye Internet, on paye son assurance de voiture, on paye le carburant, la nourriture, la maison où on vit. Voilà. C'est le cas partout? Partout, on paye ça. Donc, je suis d'accord, il faut travailler. Mais ça ne doit pas vous amener à être coupé des autres. Voilà. Parce qu'au plan psychologique, c'est important. Voilà. C'est important. C'est pour ça que je parle de famille. La famille, c'est peut-être la famille monsieur, madame, enfant, mais la famille aussi au sens élargi, les frères des personnes que Dieu vous fait la grâce de connaître, les côtoyer. Voilà. De passer du bon temps avec eux. Donc, à mon sens, les gens ont le droit de ne pas fréquenter les communautés. Les gens ont la liberté de faire ce qu'ils veulent faire. On est un pays de liberté, les États-Unis. Mais je dis, pour moi, selon ce que je pense en toute honnêteté et humilité, ce n'est pas une raison valable pour s'éloigner des communautés. Ce n'est pas une raison pour moi, ce n'est pas fondé. Voilà. Parce que pour moi, à titre personnel, le fait de fréquenter ma communauté ou bien des frères et sœurs africains, ça me fait du bien. Je leur apporte ce que je connais au plan spirituel religieux, je leur apporte. Et aussi en étant avec eux, ils m'apportent des choses. Voilà, donc c'est une relation on va dire de gagnant-gagnant. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas une raison valable. D'accord. Alors, on va revenir rapidement, si vous le permettez, sur l'aspect familial des choses. Okay. La vie en Afrique et la vie aux États-Unis, on va l'admettre, c'est différent. Okay. En Afrique, généralement, il y a un père de famille qui s'occupe des charges et tout ça. Qu'en est-il aux États-Unis? Est-ce la même chose? Enfin, je veux dire, c'est en Afrique aussi, je vais répondre à la question, mais en Afrique aussi, il y a des couples où monsieur et madame travaillent. Oui. Voilà. Mais c'est qu'en Afrique,
monsieur et madame travaillent, ils peuvent, je veux dire, ils peuvent se permettre de trouver, on va dire, un employé des maisons. Voilà, un employé des maisons qui peut faire à manger, entretenir la maison, s'occuper des enfants. Ici, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Donc, ce que les gens font souvent... C'est difficile de trouver un employé de maison. Oui, de trouver... Ou c'est coûteux. Merci de faire la précision. Parce que ça peut exister. Ça existe, mais voilà, ça coûte cher. Ah, d'accord. Merci d'avoir reprécisé les choses. Ça existe, des emplois de maison, ça existe, mais ça coûte extrêmement cher. Bon, il y a des familles qui se le permettent parce qu'ils ont les moyens. Mais il y en a qui n'ont pas les moyens. Voilà, donc monsieur et madame, voilà, ils jonglent quoi. Si vous me mettez le thème, soit madame peut travailler le matin, et monsieur peut travailler l'après-midi, ou bien, bon, les deux travaillent ensemble à la même heure. Quand les enfants finissent, on les amène dans une garderie où il faut payer. Voilà, il y a quelque chose à payer. Et quand monsieur ou madame, celui qui vient vite, va chercher les enfants pour les amener à la maison. C'est ça la vie ici, quoi. Parce que tu n'as personne. En Afrique, tu as peut-être une cousine, comme je dis, tu as peut-être l'employé des maisons qui est là. Donc les enfants viennent de l'école, il y a quelqu'un à la maison. Parce qu'ici, on ne laisse pas les enfants sur la maison jusqu'à un certain âge. Tu peux pas laisser les enfants sur la maison. Si tu fais ça, que la police apprend ça, tu peux aller en prison pour ça. Voilà, on peut te sanctionner sévèrement pour ça. Tu peux avoir des problèmes pour ça. Donc c'est un peu l'aspect, voilà. En Afrique, comme je disais, tu peux avoir une cousine, un cousin, un frère qui vit avec toi. Mais ici, tu es avec ton épouse, tu es avec ton époux et tes enfants. Donc, à monsieur et madame, comme j'aime bien souvent le dire, de travailler ensemble, de voir leur programme de travail et de voir comment ils font et puis ils gèrent les enfants quand ils vont à l'école, quand ils reviennent de l'école. Voilà. Mais ça peut se faire. Tout est une question de... Voilà, je ne suis pas pessimiste, hein. Tout est une question d'organisation. Il faut mettre en place une organisation en place pour pouvoir réussir cela. Ça peut se faire, mais ce n'est pas comme en Afrique. Voilà, mais ça peut se faire. Il faut juste organiser, c'est tout. Contrairement à certains pays en Europe où, bon, les gens ont plein de subventions, plein d'aides. Ici aux États-Unis, ce n'est pas le cas. La santé, ici aux États-Unis, c'est une réalité. De façon particulière, la vie est très chère ici. Hein. Vivre chez un ami, chez un frère, juste, bon, là, et puis vous payez, vous donnez rien. Non. Ne pensez pas qu'on connaît tout. On peut pas tout. Même nous qui sommes ici, là, c'est pas tout on connaît. Pour ceux qui viennent à l'école, qui n'ont pas d'argent, le gouvernement fédéral donne de l'argent pour aller à l'école. Voilà, ça coûte cher. Voilà. Moi, je donne mon exemple. Hein. Moi, j'ai 3 enfants. Et à l'époque, on voulait les mettre dans une garderie. Hein. Le mois, on allait se retrouver entre 1300, 1500, voire 1600 $. C'est un business juteux. Oui, c'est... Non, les gens... Bon, ce qu'on doit savoir aussi des États-Unis, c'est que les gens font des formations pour ça aussi. Hein. Les gens vont à l'école pour ça. Les enfants, on le sait, hein, ils sont délicats à garder, à surveiller. Donc, voilà, mais ça coûte cher. Donc, pour 3 enfants, faites le calcul. 1500, ça fait 4500 $ par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Hein. C'est des millions. Oui, en CFA. En CFA, je crois que c'est pratiquement 2 millions par mois. Donc, c'est comme je dis, il faut juste s'organiser, quoi. Il faut... Dans le cadre de la famille, monsieur, madame, que vous mettez vos enfants à la garderie ou pas, que Dieu vous fasse la garde d'avoir les moyens de le faire ou pas, c'est un travail d'équipe qui doit se faire en équipe, quoi, pour que vous puissiez vous en sortir. Mais une seule personne ne peut pas faire ça. Non, c'est pas possible. Voilà, quoi. Donc ça coûte la garderie ici aux États-Unis, contrairement à certains pays en Europe où, bon, les gens ont plein de subventions, plein d'aides. Ici aux États-Unis, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Donc les subventions ne sont pas aussi fréquentes aux États-Unis que ça l'est. Bon, au niveau des États, ce que je peux dire au niveau des États, les États accordent des petites aides. Voilà. À gauche, à droite, des petites aides ici et là. Bon. Surtout, bon, par exemple, ceux qui arrivent et qui n'ont pas un salaire énorme, on leur accorde une aide pour pouvoir se payer à manger pendant un certain temps. Voilà quoi. Donc, il y a des petites aides qui sont là. Mais il faut que les gens comprennent que, de façon générale, ça coûte cher. Voilà. Tu dois mettre la main à la poche, comme on dit en français. Ça coûte cher. Est-ce au moins facile de se soigner? Surtout vous qui avez des enfants. Les enfants, on le sait tous, c'est des petits bobos à gauche, à droite, comparé à nos pays. La politique, on va dire, la couverture médicale aux États-Unis, elle est autre chose, quoi. C'est une autre réalité. Comme on le sait tous, les États-Unis, c'est un pays où les États-Unis, bon, oui, c'est un pays où la santé coûte extrêmement cher.
La preuve, moi, quelqu'un me disait que je connais, quelqu'un me disait, la personne devait se faire, je crois, je ne sais pas si c'est un plan, je ne connais pas bien, je parle avec beaucoup de réserve. S'il y a des chirurgiens dentistes qui m'écoutent, qui vont me dire exactement, mais qui devaient faire des choses au niveau de ses dents, la personne devait payer ici $12 000, pratiquement, on va dire quoi, 6 millions Un peu de plus, francs. peut-être Plus 7 de francs CFA. Mais la personne a préféré attendre, payer son billet d'avion, aller à Abidjan, où elle s'est fait la même opération, mais une chirurgie qu'on devait faire au niveau de ses dents. La personne m'a dit qu'elle a payé pratiquement 1 500 000 là-bas dans une clinique privée à Abidjan. C'est-à-dire en plus son billet d'avion, elle a peut-être eu à $1 500 ou $2 000 et 1 500 000 là. C'est-à-dire que la personne a pratiquement payé 2 fois moins cher que ce qu'elle devait payer ici aux États-Unis. Donc la santé ici aux États-Unis, c'est une réalité. Voilà, la plupart, bon, on a des assurances de santé, mais qui sont généralement liées à notre travail. Il faut avoir un travail, et c'est au travail du travail que tu fais là, on te prélève quelque chose et tu as une assurance. Même avec l'assurance que tu as maladie, de santé, quand tu vas, il y a toujours quelque chose à payer. Il y a toujours quelque chose à payer. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire mon contrôle des dents, enfin, me nettoyer les dents. Voilà. J'ai dû payer pratiquement $200. Alors que bon, j'ai une assurance, mais j'ai payé $200, pratiquement, on va dire 120 000 francs CFA que j'ai payé. Alors que j'ai une assurance, mais qui a couvert une très bonne partie. Qui a couvert, je crois, pratiquement, ça devait faire dans les $1 000, hein, juste pour me nettoyer, comme on dit, cleaning, comme on dit en anglais. Le détartrage. Voilà. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai payé $200, pratiquement 120 000, et mon assurance a couvert $800. Donc, voilà, ça. Si je n'avais pas cette assurance, et que je voulais faire ça, j'allais payer juste pour faire des détartrages $1 000. C'est-à-dire l'équivalent de 600 000 francs CFA. Ouais, juste pour des dents. À vous entendre, la vie doit être très chère aux États-Unis. Non, la vie est chère. C'est effrayant. Oui, il y a de quoi être effrayé. La vie est chère, et surtout ces dernières années. Bon, on parle souvent, on explique les choses par la crise entre la guerre ou la crise entre la Russie et puis l'Ukraine. La vie est chère, c'est un fait, hein. Même en Afrique aussi, c'est que la vie est chère. Mais de façon particulière, la vie est très chère ici, hein. Ça s'observe partout dans les logements. Pour ceux qui ont leur propre maison, hein, bon, qui ont pris un prêt immobilier ou, je sais pas, un prêt hypothécaire. Voilà, ou ceux qui louent carrément la maison, hein, voilà, ça coûte cher. Même quand tu vas dans les supermarchés, voilà, fais tes courses pour la maison, pour la nourriture. C'est même le carburant pour la voiture, voilà, tout est. Mais comme je dis souvent, dans la vie, il faut t'organiser, quoi. Voilà, s'il y a des choses dont tu n'as pas besoin, il faut pas acheter. Il faut gérer ce qui est essentiel pour la famille. Ce qui est difficile aux États-Unis, je l'avoue, parce que c'est un pays de consommation. C'est un pays de forte consommation. Et l'une des erreurs que les gens commettent, c'est que quand ils arrivent ici aux États-Unis, ils se laissent, je dirais, prendre par ce piège-là. Parce que, comme vous l'avez dit, tout est garanti ici dans ce pays aux États-Unis. Et ça, il faut que je veux que tous mes frères africains qui aspirent à venir ici, qu'ils le sachent. Je pense maintenant que bon, c'est valable aussi en Afrique, hein, pratiquement. Tout est garanti. Quand on est dans les supermarchés, les grands stores, tout est fait pour t'amener à dépenser. Mais dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle la discipline financière. Voilà, même si Dieu te fait la grâce d'avoir beaucoup de moyens financiers, c'est une bonne chose, on remercie Dieu pour ça. Mais il faut avoir une certaine discipline financière. Il faut savoir ce dont tu as besoin, ce qui est nécessaire. Voilà, ce dont tu as besoin pour vivre et ce que tu peux dépenser plus tard. Tu n'as pas forcément besoin de ça, quoi. En tout cas, il faut mettre une priorité, quoi. Sinon, tout est fait ici. Les voitures, quand tu vas dans les stores, ce qu'il y a comme marchandises, les télévisions, enfin les habits, tout est fait. On te propose des cartes, mais c'est des cartes de crédit que tu vas prendre, mais après il faut les rembourser. Donc quand tu as tout ça, tu prends tout ça vers la fin du mois, tu dois payer tout ça. Tu ne te retrouves plus avec quoi que ce soit pour gérer ta famille. Donc moi j'encourage mes frères, voilà, et qui viennent ici, et même qui sont en Afrique, hein, de savoir ce qui est nécessaire dans leur vie. Voilà. Si tu as un salaire moyen, vis en fonction de ce que tu gagnes. Maintenant, plus tard, quand Dieu te fait la grâce d'avoir de gros moyens et que tu veux t'offrir certaines choses, voilà, il faut se faire plaisir. Mais en toute chose, il faut avoir la sagesse financière, quoi. Parce qu'aux États-Unis, on n'a rien à prouver aux gens. Il faut vivre le plus simplement possible. Il y a des gens qui s'achètent des choses, c'est peut-être un commentaire que je fais, qui mettent ça sur Facebook, sur Instagram pour prouver. Moi, je trouve que ça, c'est inutile, quoi. Voilà, il faut
Il faut savoir ce qui est utile. Surtout pour les gens qui ont une famille. Femme et enfants, il faut penser à l'avenir de ta famille, quoi. Il faut épargner pour tes enfants et pour ta femme, pour ta famille. Voilà, quoi. Donc, mais la vie est chère. Ça, j'avoue que la vie est chère. Voilà. Merci. Alors, nous tirons à la fin de notre temps. Alors, je veux bien vous passer la parole afin que vous donniez des conseils aux frères et sœurs qui veulent venir ou même qui sont encore jeunes dans leur vie aux États-Unis, un jeune couple. Mais avant, si vous permettez, je souhaiterais tout de même que vous posez une question. Hein. En ce qui concerne le logement, vous avez mentionné tantôt que le logement coûte cher aux États-Unis. Et nous savons tous qu'il y a généralement deux types de logements. Soit on loue, soit on achète ou on construit. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui vient aux États-Unis, de l'Afrique, qui a une famille? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Louer, acheter, construire? Qu'est-ce qui est mieux? Comparé à nos pays, on a l'habitude de louer là-bas. Mais ici, qu'est-ce qui est mieux? C'est une très bonne question. La vie, comme disait quelqu'un, la vie, elle se construit. Hein. Voilà, step by step, comme on dit en anglais, étape par étape. Quoi, voilà. Donc, moi, le conseil que je peux donner aux gens, hein, ceux qui viennent ici, dans un premier temps, hein, si vous avez un projet de venir vivre aux États-Unis d'Amérique, c'est un projet que vous avez mûri longuement, pendant longtemps, je vous conseillerais, je conseille aux gens de mettre de l'argent de côté, en étant en Afrique. De mettre de l'argent, d'avoir, comme on dit, un saving, une épargne, comme on dit en anglais, une épargne à côté. Voilà, de gagner de l'argent parce que vous voulez venir vivre à l'étranger. Il faut avoir un peu, une petite réserve sur vous. Quand vous arrivez ici, si Dieu vous fait la grâce d'avoir de la famille, des amis, des connaissances, chez qui vous pouvez vivre dans un premier temps, il dit bien, si Dieu vous fait la grâce d'avoir ces personnes-là, vous restez là-bas, mais il faut contribuer aussi parce que n'allez pas chez des gens, hein, vivre chez un ami, chez un frère, juste, voilà, et puis vous payez, vous donnez rien. Non, comme on le fait au pays, de toute façon. Voilà. Ici, c'est tout autre. Parce que les gens, il y a des dépenses. Voilà, c'est tout autre. Si Dieu vous fait la grâce de venir, si vous avez prévu venir ici aux États-Unis, comme je me répète, mettez de l'argent de côté, pendant des années, parce que je trouve que c'est des produits qui avaient longuement mûri. Quand vous arrivez ici, que Dieu vous fait la grâce d'être chez quelqu'un, un ami, un frère, enfin, quelqu'un qui veut bien vous accueillir, vous restez là et vous contribuez aux dépenses. La nourriture, la maison, même si la personne dit non, il faut le faire, voilà, tout ce qui est gratuit n'a pas de sens. Il faut donner quelque chose, voilà. Parce que les gens ici dépensent pour leur vie. Et après cette étape-là, vous pouvez aller prendre votre appartement, voilà. Prenez un appartement, ou rester, ou dire, bon, je prends l'appartement pendant 1 an ou 2 ans, selon ce que vous fixez comme objectif. Et de là, moi, je conseille aux gens d'acheter les maisons. Il y a des prêts qui sont là. Voilà, c'est un pays, comme je dis, capitaliste. Il y a des structures qui sont là. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas l'argent, je dirais, sur ton compte bancaire liquide, tu veux offrir un cadre décent à ta famille, tu peux prendre un prêt. C'est une application, ça prend le temps que ça prend. Tu fais l'application, comme on le fait pour l'école, pour ceux qui viennent à l'école, qui n'ont pas d'argent. Le gouvernement fédéral donne de l'argent pour aller à l'école. Donc, vous prenez le prêt et puis la maison, c'est un investissement. Voilà. Souvent, les gens vous disent, non, pourquoi tu achètes maison? Je trouve que la maison et puis d'autres choses, c'est les meilleurs investissements, quoi. Donc, je dirais aller étape par étape. Parce que la vie, on se prépare. Quand vous voulez une autre étape, il faut la préparer. Vous priez Dieu, demandez sa grâce, et vous préparez à cette étape-là. Donc, c'est ce que je conseillerais. Si vous pouvez rester chez quelqu'un dans un premier temps, où vous vivez, vous le faites. De là, vous pouvez aller prendre votre appartement, et l'appartement, vous offrez une maison, quoi. Voilà, je pense que c'est... En tout cas, c'est ce que je conseille aux gens. Maintenant, les gens sont bien placés pour savoir ce qui... C'est ce qu'on m'a conseillé à l'époque. Et j'ai trouvé que c'est une très bonne chose, une très bonne idée. Voilà, et ça marche. Donc, c'est ce que je conseille aux gens. Maintenant, comme je dis, les gens sont libres de faire ce qui comme il y a des gens qui sont aux États-Unis depuis le 20 ans, qui louent maison, quoi. Ils sont là, voilà, qui louent maison. Donc, à chacun de voir ce qui est bien pour lui, quoi. Voilà. Justement, parlant de conseils, je vous repasse la parole afin que vous donniez des conseils aux frères et aux sœurs. Et ce sera le dernier pan de cet entretien. En tout cas, merci encore pour l'entretien. En ce qui concerne les conseils que je peux donner, le premier élément, il faut croire en Dieu. Voilà. Il faut
si vous ne croyez pas en Dieu, bon, il faut croire en Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. Voilà. Il faut croire en Jésus. Voilà, il faut. Ça, pour moi, c'est primordial, quoi. C'est pas des choses. Voilà, il faut. C'est très sérieux. Voilà, vous aspirez à venir vivre ici à l'étranger. Il faut que vous ayez une relation forte avec le Seigneur, parce que la vie à l'étranger, si vous n'êtes pas dans Dieu, la vie ici, il y a plein qui sont venus ici à l'étranger qui ont raté leur vie, quoi. Ici, je suis aux États-Unis, qui sont dans la drogue. On m'appelle certaines personnes que je connais, puis que j'ai vues. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand vous venez ici, prenez le temps d'apprendre à connaître le pays. Hein. C'est la sagesse, quoi. Quand on va quelque part, il faut savoir les réalités de là où on vit. Voilà. Quand on va vivre quelque part, il faut savoir là où je vais, là, la vie se passe comment. Et cette façon, on peut la connaître en côtoyant les gens qui sont là-bas depuis longtemps, qui connaissent, il y a des gens qui sont ici mais qui ne connaissent rien du tout. Enfin, de savoir comment la vie se passe, il y a qui ne veulent pas l'apprendre, ou en lisant. Tout est sur Internet, voilà. Il y a ce qu'on peut apprendre de manière théorique, et il y a aussi ce qu'on peut apprendre par l'expérience en côtoyant les gens. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Ça m'amène à dire, quand nous venons aux États-Unis, il ne faut pas fuir nos communautés africaines. Souvent, on dit dans les communautés africaines, là où il y a des hommes, qu'on soit des Africains, ou des, je ne sais pas quelle race, quel groupe, il y a toujours des palabres, il y a toujours des gens, bon, enfin, il y en a, mais ça ne devrait pas être des raisons fondamentales. Autant il y a des mauvaises personnes, autant il y a des bonnes personnes. Et moi, je crois fondamentalement qu'il y a des bonnes personnes. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a quelqu'un que j'ai rencontré, que je côtoie toujours, qui m'a donné 2 conseils. Il m'a dit, fais une formation, et puis je fais toute cette formation, et je suis dedans, et puis fais tout, achète-toi une maison, prends un prêt immobilier, puis achète-toi une maison pour pouvoir offrir un beau cadre à ta famille. Et ça, je remercie Dieu chaque jour d'avoir rencontré cette personne-là. Donc, c'est vraiment ces conseils-là que je donne. Venez ici dans un esprit d'humilité. Ne pensez pas qu'on connaît tout. On peut pas tout. Même nous qui sommes ici, là, c'est pas tout qu'on connaît. Il faut avoir cet esprit d'humilité-là, de vouloir poser les questions, de vouloir côtoyer, comme on dit à Abidjan, les vieux pères ou les vieilles mères, ceux qui sont ici, qui connaissent, et qui ont dit, ah petit, on fait comme ça, on fait pas comme ça, on fait pas comme ça. Voilà quoi. Et je sais pas quoi je vais finir. Si vous êtes une famille, quand vous venez ici aux États-Unis, faites tout, voilà, faites tout pour ne pas que la vie ici aux États-Unis brise votre famille. Faites tous les sacrifices que vous voulez, monsieur, madame, faites tout. Parce que tout est réuni ici. Je ne dis pas ça parce que je suis pessimiste, je parle en homme d'expérience. La petite expérience que j'ai, à tout le moins, tout est réuni ici pour détruire un couple. Tout est réuni ici pour détruire une famille. Mais vous devez faire tout ce que vous pouvez pour pouvoir rester en famille. Parce que quand on est en famille, c'est vraiment important. Dieu qui a fait le ciel et la terre, il est venu, Jésus-Christ, au milieu d'une famille. Il nous révèle là l'importance de la famille. Si vous venez ici, que vous venez seul, le garçon mien, la femme, que vous avez laissé votre ami, votre fiancé là-bas, quand les choses iront mieux ici, allez-y, mariez-vous et appliquez pour la personne, que la personne vienne ici. Pour la petite histoire, mon épouse, c'est elle la première qui est venue ici. Et puis, bon, elle est partie au pays, on s'est mariés, et puis moi, je suis venu par la suite. Voilà quoi, donc, vraiment, c'est ce que je voulais. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé tous les aspects. Voici un peu ces conseils pratiques-là que je donne, quoi. Accrochez-vous à Dieu dans ce pays. Accrochez-vous à Dieu. Restez accroché à votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants. Et ne vous éloignez pas. Formez-vous, apprenez des choses nouvelles pour évoluer dans la vie. Et ne vous éloignez pas de votre communauté, quoi. Voilà. Ben merci. Ben c'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup Simon-Pierre. Ce fut un plaisir d'avoir cet entretien avec vous. Comme je le dis au début, c'est une mine d'or. Je pense que vous avez abordé pas mal de sujets qui intéresseront plus d'un. Et à vous tous qui nous avez suivis, nous espérons que vous avez appris quelque chose, ou tout au moins que vous avez réussi à obtenir des conseils qui vous serviront. On vous dit à la prochaine et à très bientôt. Merci.